Salut à tous, vous qui aimez les belles histoires, en tout cas partagez les histoires de vos voisins, qui aimez regarder Kalita pour découvrir des parcours. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Jérémy Baird. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Qui va nous raconter un peu ses motivations, pourquoi il a voulu faire son alia, pourquoi il est toujours là. Voilà, ça fait 16 ans qu'il est en Israël. C'est ça, 2002. C'est vite passé ? Ça passe vite, ouais. Ça passe vite, ça passe très vite. On arrive avec des idées en tête et puis finalement on se rend compte que la vie nous emmène ailleurs. Dans ma petite tête à moi, c'est pas une idée en tête. Pour beaucoup de gens, c'était une idée qui a grandi avec eux. C'est un coup de tête pour le coup. Moi, pour le coup, c'est un coup de tête, exactement. C'est exactement le mot. Il y a des gens, c'est leur milieu familial. Il y a des gens, c'est... Parce qu'ils sont très religieux. Parce que très religieux. Il y en a, c'est parce que il y a les enfants qui grandissent et c'est compliqué de rester en France ou quoi que ce soit. Moi, non, c'est un lever de soleil. Simplement, c'est un lever de soleil. Je suis venu pour une des premières fois de ma vie en Israël, donc en août 2002 pour le mariage de ma sœur. Voilà. Merci. Et et on est arrivé donc très très tôt le matin. Et on est arrivé par la route 443 pour arriver à Jérusalem. Et donc, on est arrivé au moment du lever de soleil dans cette fameuse descente après le Marsom. Et je vois donc Jérusalem éclairée, un peu comme le paysage qu'il y a derrière toi, de ce merveilleux soleil. Et je tombe amoureux. Et je tombe réellement amoureux et je reste fasciné. Je reste comme ça... Pourtant, tu n'étais pas religieux, tu n'étais pas ta mère était plutôt anti-religieuse qu'autre chose, tu n'étais pas dans une école juive. J'ai jamais mis un pied dans une école juive, pas un mot d'hébreu, voilà. J'allais à Kippour, à la synagogue pour... C'est un juif de Kippour, comme on dit. Ouais, voilà, ça, le juif de Kippour, exactement, mais en mode détente. Tu faisais pas Shabbat. Je faisais pas Shabbat, je mangeais pas kasher, c'était... là, j'étais déjà un peu revenu vers la religion. Mais pourtant, tu n'étais pas hors communauté, puisque tu fréquentais les mouvements de jeunesse. Voilà, je fréquentais les EI. Ok. Et c'est le début de ma culture juive, on va dire. C'est après avoir souvent entendu celle juive, les juifs, que je me suis dit, mais c'est quoi qui les juifs ? C'est quoi les juifs ? De qui il parle celui-là ? Non, je savais que j'étais juif quand même. Mais voilà, de loin. Et donc, j'ai commencé à lire un peu la Torah, en français évidemment à l'époque. Tu t'es un peu renforcé, mais tu n'étais pas encore très... J'étais en mode détente. Tu peux le dire, en mode détente. J'étais en mode détente. Quand je suis arrivé en Israël, j'avais déjà commencé mon processus de tchouva. Mais voilà, c'était Shabbat, kasher, mais la plage et les boîtes de nuit. Enfin, c'était, on faisait encore les deux. Et tu n'es pas seul dans ce cas-là, il y en a beaucoup comme ça. Ouais, non, mais c'est pas ni bien ni mal. C'est un niveau par lequel on passe dans le processus d'Alia et de tchouva. Et après, chacun fait ce qu'il veut, surtout. C'est c'est bien, ça me plaît. C'est surtout ça, chacun fait ce qu'il veut et chacun, tant qu'il est heureux avec lui-même et qui se sent épanoui dans ce qu'il fait, c'est le principal, en tout cas à mes yeux. Tu arrives en 2002, un beau matin, ensoleillé, tu tombes amoureux de la ville et évidemment, ni une ni deux, tu dis rien parce que surtout, tu décides de rester. En fait, sur le moment, tu décides de rester. Sur le moment, je décide de rester. Je dis rien parce que une mère qui est pas spécialement pour. En plus, on est là pour le mariage de ma sœur, donc je vais pas foutre la mauvaise ambiance ce jour-là. Donc évidemment, le jour des préparatifs du mariage, tout le monde court. Moi, à part mettre un costume, j'ai pas grand-chose à faire. Donc je vais gentiment m'inscrire et je dis rien à personne. Mais pourtant, tu avais d'autres projets parce que à Paris, tu devais rentrer en médecine. C'est ça. C'était après le bac. C'était donc envie de faire des études, médecine et tout ça. Mais j'arrive et impossible de repartir. Non, mais là, même le choix du Mahon Lev, tu t'inscris plutôt dans une voie... Parce que le peu de Français que je connaissais qui avaient fait leur alia avant moi, c'était Mahon Lev. D'accord, donc t'as suivi. J'ai suivi, exactement. J'ai appelé un copain qui était là. Je fais, il y a quoi comme option sur Jérusalem ? Il me dit, tu rentres une fois que tout le monde s'en va, tout le monde accepte, tu annonces à ta famille. Non, personne n'accepte. Tu annonces à ta famille. J'annonce à ma famille le lendemain du mariage, donc au petit-déj. Voilà, je vous préviens, je me suis inscrit à la Mechina. Évidemment, j'explique pas à ma mère que c'est une école assez religieuse très religieuse où il y a beaucoup de yeshiva, exactement. Je dis juste que je vais faire mes études ici.
Et que donc voilà, je rentre à Paris pour préparer mes affaires, mais qu'en octobre, je fais ma alia. Et je dis pas, je pars 1 an pour voir en tant que touriste. Je dis voilà, je fais ma alia, je deviens israélien et on n'en parle plus. Alors, tu reviens en octobre et là, c'est quand même le choc des cultures parce que effectivement, c'est très religieux, même un peu trop pour toi. Un peu trop pour moi. Ou en tout cas, tu te reconnais pas dans ce monde-là. C'est pas le monde. Moi, je suis très parisien à la base. J'ai grandi dans le vrai monde parisien, des bars à Saint-Paul, des bars, des soirées sympas, des restos, de sorties. Enfin, la vie parisienne, quoi, où on est toujours dehors en train de courir et ça. Donc là, j'arrive à Jérusalem, qui est un tout petit peu moins exotique ça. J'arrive au Marc-Relève, donc on peut pas trop faire ce qu'on veut. Pas question d'exotisme, disons c'est un peu différent, quoi. On va dire ça comme ça. Donc tu t'y plais pas, tu t'en vas. Je m'y plais pas du tout. Donc voilà, au bout de 6 mois, je pars. Je vais vers Bar Ilan, donc je vais à Givat Shmuel. Où, voilà, tu t'installes. Je m'installe là-bas avec ce qui viendra après un ami et un associé. En shoot à foot, donc avec Mickaël. Donc là, c'est mieux. Tu vas à la plage, mais en même temps, tu vas à la synagogue le Shabbat, tu manges kasser, mais en même temps, tu sors le soir à Tel Aviv, c'est mieux. C'est ça. Non, même le rythme de vie de Jérusalem et de Paris n'est pas le même. Alors qu'à Tel Aviv, je me retrouve donc dans l'achat, c'est permanent, où tout le monde court, tout le monde truc, et voilà. Puis un beau matin, tu as une belle surprise dans ta boîte aux lettres. C'est ça. En fait, comme j'étais pas dans un système encadré comme quand on arrive dans une écrina, oui, j'avais fait quelques mois avant un rendez-vous à l'armée. Ce qu'on appelle le Tsav Rishon à l'armée. Et donc un jour, je vais pour aller à la synagogue un vendredi et j'ouvre le courrier. Et je lis une lettre, on me traduit une lettre parce que je parlais pas un mot d'hébreu, que le mardi d'après, je dois rentrer à l'armée, que je dois me présenter à 6h du matin en Lishkat Giyus. Ok, donc tu savais déjà quand même où tu allais aller à l'armée, mais tu as dû être drôlement surpris parce que c'était pas du tout dans ton programme, l'armée. Ça m'était complètement sorti de la tête parce qu'en France, on n'est pas préparé pour ça. On n'est pas du tout préparé pour dire à 18 ans ou à 20 ans ou n'importe quand on rentre à l'armée vu qu'il n'y a pas là-bas. J'avais fait ma journée, quoi. Et donc voilà, donc je reçois ce courrier vendredi matin pour me dire que mardi je rentre à l'armée. Donc mardi je débarque Lishkat Giyus en sachant qu'à la fin je vais rentrer dans Nachal Haredi parce que c'était mon choix, mais sans savoir quoi que ce soit. Sans parler l'hébreu. Sans parler un mot d'hébreu, évidemment. Donc on m'envoie 3 semaines, on m'envoie à Mirvalon pour l'Ulpan. La base de l'Ulpan, exactement. Et on me dit fin de mon parcours, voilà. Tu es prêt? Dimanche matin, tiens, tu prends tel bus à la Tachana Merkazit et débrouille-toi. Enfin, tu vas à tel endroit et à côté de la Tachana Merkazit et débrouille-toi. Et donc, j'arrive. Il y a plein de militaires, d'abord, évidemment. Tu sais même pas où tu vas. Ouais, c'est ça. Tu connais pas. Il y a plein de militaires. J'ai appris 3 mots d'hébreu, mais... Et tu descends du bus, tu sais pas ce qui t'attend. En fait, faut comprendre que c'est... Nachal Haredi, c'est dans la Bikata Yarden. Donc, ceux qui ont été, c'est en fait entre la mer Morte et Tibériade. Et du côté droit, frontalier. Et donc, il y a une montagne à gauche, une montagne à droite et un super beau désert au milieu. Et donc, on me débarque là-bas. Et là, une des rencontres qui fait que peut-être je suis encore là aujourd'hui, que j'ai pas baissé les bras, pardon, parce que c'est plus les mains à ce niveau-là. C'est on me présente la hiérarchie de l'armée. Comment ça va se passer, qui va s'occuper de toi, qui va être ton responsable. Mon Mefaked Machlaka, donc le responsable de mon groupe à moi, qui parle et il parle un truc il dit des choses que je comprends pas du tout. Il s'en rend compte. Et il s'en rend super compte parce qu'on est beaucoup, mais on est, on va dire, une dizaine, 7 à ne rien piger du tout. Et donc à la fin, il nous baragouine en anglais. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Alors lui dit non, pas du tout. Et il dit ok, alors je vous préviens, vous sortez plus. Et on lui dit ça veut dire qu'on ne sort plus. Il dit mais tant que vous parlez pas, tant que vous comprenez pas, tant que vous ne comprenez pas ce que je dis, vous n'allez pas en permission, vous ne sortez pas Shabbat, vous restez à la base. Et ça peut durer très longtemps. Ça durera tant que lui aura, surtout on comprend que c'est tant que lui n'aura pas décidé qu'on comprend. Nous, on peut toujours dire... Ça a duré combien de temps? Ça a duré 35 jours. Enfin, dans mon cas à moi, ça a duré 35 jours. Sans sortir, donc on voit les copains sortir Shabbat et nous, on reste. Ouais, voilà. Ça, en fait, comme tout le monde, quand on rentre à l'armée, normalement, on rentre un mardi, un mercredi. Le vendredi, on est libéré pour rassurer maman, pour soit... Et nous, non. Donc, on est en Israël depuis... Enfin, moi, je suis en Israël depuis 1 an. J'ai pas de famille en Israël. Et en plus, je sors pas. Et donc,
En même temps, il est très Rahams, très intelligent. Il a fait la meilleure chose c'est mon plus beau coup de pouce à moi que moi j'ai reçu en Israël. C'est ça, c'est de dire voilà. Tu parles ou tu restes là, quoi. C'est gentil, comme tu vas vouloir sortir, c'est super. Non, c'est l'armée, quoi. Donc c'est même s'il dit avec un beau sourire, ça reste l'armée. Donc on a fermé. En tout cas moi j'ai fermé 35 jours. Maintenant très sympa. Il me prenait mon linge-châle. Et il le ramenait chez lui, et sa femme me lavait mon linge-châle et il me le ramenait dimanche. Rugby Israël. Ouais, Rugby Israël. On lâche Rugby Israël. C'est cette ardoute-là. Et c'est ça d'un côté le bâton et de l'autre côté la main qui caresse. Ouais, c'est ce qu'on a tous l'habitude un peu de vivre ici. C'est que il y a des choses, on doit les faire. Et les Israéliens n'ont pas de problème avec ça à se rentrer dedans. Et après, il y a tout le reste. Le reste, on est une grande famille, on est tous des frères. Et donc voilà. Alors, tu continues donc ton service finalement, tu parles hébreu, tout se passe bien pour toi, tu te maries entre-temps, et puis justement pour organiser ton mariage, tu es obligé de sortir, mais mauvais timing. Parce que tu te maries le jour de la Hitnadkut. C'était avant la période. La séparation de tous les villages de la bande de Gaza. Du Gush Katif. Du Gush, ouais. Donc on se marie le jour du Gush, le jour de la Hitnadkut. Donc maintenant, il faut savoir que dans Nachal Haredi, la majorité des gens avec qui j'étais étaient de là-bas. Et que surtout le responsable de tout Nachal Haredi est ce qu'on appelle Souref Pkouda, donc il informe l'état-major que Nachal Haredi ne participera en aucun cas à la Hitnadkut, que c'est hors de question. Et donc l'état-major prend une décision très claire, c'est qu'aucun des Chayalim, à part ceux qui sont obligés de sortir, n'a le droit de bouger de la base. Donc ils vous enferment dans la base. Donc en fait, nous on sort quelques jours avant parce que voilà, et en fait ils ferment la base à clé. C'est-à-dire qu'ils envoient la police militaire. Ils mettent la police militaire devant l'entrée de la base pour être sûr que personne ne sort. Ils vérifient nos sacs pour être sûr que personne n'a sorti peut-être une arme ou un truc, ou même des gaz lacrymogènes ou des trucs comme ça pour un peu faire de l'effet là-bas. Et donc on part. Et donc moi je pars. Mais toi, comme tu te maries, on te laisse sortir. Voilà. Sauf que tu vas laisser derrière toi tous tes copains. Je vais laisser tous mes potes, tous mes frères. Et donc j'arrive surtout à mon mariage et tous les gens avec qui je viens de passer 2 ans, 2 merveilleuses, et je précise merveilleuses années. Les plus belles. Les plus belles. Vraiment, à part mes enfants aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai passé sur cette terre, parce que merveilleux. Un moment merveilleux. Donc tu te maries sans eux, quoi. T'as des tables vides à ton mariage, ça veut dire. J'ai des tables vides de mon côté parce que j'ai pas mes potes de l'armée, de l'autre côté parce qu'on avait des gens comme du Gush Katif qui étaient là-bas, qui étaient en plein milieu de quitter leur maison. C'est ça. Enfin, quasiment tous les soirs, on part pour des Shiva Brachot. On voit des gens sur la rue, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui manifestaient sur la rue par rapport à ça. Donc, on voit ça. Donc, d'un côté, il y a toute la simcha du mariage, et de l'autre côté, il y a toute la tristesse de voir des gens comme ça. Ouais, c'était une période très difficile, très difficile. Alors bon, tu finis l'armée, les 2 plus belles années de ta vie, on l'a dit. Et puis, toi qui as toujours aimé la photo, même quand tu étais en France, plus jeune, tu as toujours apparemment grandi avec un appareil photo dans la main, eh bien tu te dis il faut que je mange, que je travaille, que je payer les factures. Il faut payer les factures. Donc tu dis je vais me lancer. T'es un homme marié, tu dois payer tes factures. Donc tu te lances. Ouais. Donc je me lance. Je fais une belle rencontre pour mon mariage avec Frédéric Koskas, qui était donc le photographe de mon mariage, et qui me propose de bosser avec lui. Qui me dit viens avec moi bosser. Donc moi j'habite à Jérusalem, lui il habite à Ranana, mais c'est pas grave. Je suis jeune, je suis courageux, je sors de l'armée, il y a rien qui me fait peur encore. Et donc voilà. Et donc je vais 2-3 fois par semaine à Ranana pour apprendre et pour faire des rouim avec lui. Donc je deviens photographe. Tu deviens photographe d'événements, de mariage. Exactement. Fêtes en tout genre. C'est ça. Voilà. Donc, et puis pour ceux, alors je vais dire quand même ce que tu es devenu, parce que en plus des petits boulots, tu fais des call centers, etc., évidemment, mais finalement la photo prend le dessus. Et voilà, ça marche pour toi jusqu'à créer une boîte qui a vraiment été très connue, qui a cartonné, on va dire, il y a quelques années. Ça s'appelait J-Prod. Voilà, Jérémy Hibert. Bon, t'as changé un peu de look, bien depuis, mais... J'ai perdu une 40aine de kilos. Voilà, donc peut-être certains vont te reconnaître maintenant. Ça marchait très bien pour toi, hein. Tu faisais des photos magnifiques. Merci.
Et puis, finalement, tu as encore changé de voie. Pourquoi ? Tu aurais pu rester dans ce monde. Oui et non. Alors, c'est le monde de la nuit qui était trop compliqué à gérer ? Déjà, la nuit, c'est compliqué parce que, entre-temps, je suis devenu papa. Et donc, ça veut dire il y a des périodes où on n'a rien à faire parce qu'il y a des moments dans la photographie où on fait rien. Et il y a des moments comme le mois d'août ou des moments comme ça où on n'est jamais à la maison, on voit pas ses enfants, on rentre à 3h du matin, mais on recommence à 8h du matin à suivre une cala. Et bon voilà, entre-temps, parce que là on est passé à la photo numérique, dans ces époques-là c'était le grand boom de la photo numérique, donc je deviens graphiste pour mon travail à la base. Ok, pour faire des albums numériques. Pour les albums digitaux. Pour perfectionner ton service, on va dire. Maintenant, c'est devenu courant, mais je faisais partie des premiers à imprimer des photos sur Canva, à faire des montages sur Canva pour offrir aux mariés et aux gens comme ça. Bon, je développe mon histoire. Donc voilà, donc j'ai Mickaël, mon ancien chef qui était lui développeur. Donc informaticien, pardon. Et développeur, ça marche aussi. Et donc on se dit tiens, pourquoi pas faire un truc ensemble. On a été shootaf, on est potes. On se dit pourquoi pas monter un petit truc ensemble. Donc on crée une structure qui s'appelle Bevadaï à côté. Là, on est en 2008. On est en 2008 exactement. Donc il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Et donc on bosse, on fait des sites internet, on fait de l'accompagnement avec des entreprises qui justement ont besoin de toute une identité graphique. Puis finalement s'ouvre à toi une nouvelle opportunité professionnelle. C'est ça. Je pensais pas que ça allait prendre, mais ça prend. Ouais, ça prend. On fait des belles rencontres. On fait des très très belles rencontres. Moi, il y a donc tout ce monde de l'entreprise que je connaissais un peu de France, que j'ai une famille d'experts comptables, donc j'avais quand même des bases de management et trucs comme ça. Et donc on offre des services aux entreprises, et donc on passe du site internet à la création de chartes graphiques, et après on se dit tiens, pourquoi pas aller un peu plus loin, et on fait aussi tout ce qui est secrétariat et des choses comme ça. Alors quand on parle des belles rencontres, parfois il faut pas aller chercher loin, il faut juste descendre d'un étage ou monter d'un étage. Là pour le coup c'est même pas nous qui c'est même pas nous qui sommes montés, non, c'est lui qui est descendu, parce qu'on travaillait avec on avait une graphiste en commun. Et donc, on parle de Liron Chimouni, qu'on salue s'il nous écoute, à qui on dit bravo pour tous ces projets, le patron d'Anatel. C'est ça, parce que c'est pas moi, on fait une merveilleuse rencontre, qui est donc Liron Chimouni, en effet le patron d'Anatel, qui vient de débarquer en Israël, qui vient de faire sa alliance en Israël avec sa famille, qui a donc le bureau au-dessus d'une autre, et qui descend. Et là, première discussion, premier coup de cœur. Alors là, c'est un coup de cœur partagé, parce que c'est pas moi, c'est nous trois, parce qu'il y a Mickaël, moi et Liron à ce moment-là. Et de quoi on parle pour ce coup de cœur ? À la base, on parlait de travail, et en fin de compte, après, on a parlé de la vie. Et, moi, j'avais lu le fameux livre d'Anaël, donc beaucoup de discussions avec Liron qui ont duré, parce que la suite de l'histoire pour avancer, parce qu'on va pas rester toute la journée à parler de ça. Liron développe sa boîte en Israël. Et cherche des gens de confiance avec qui il peut bosser. Donc là, il nous propose à Mickaël et à moi de mettre un peu en suspens notre activité au niveau de Bevadaï par rapport à ça, et de venir bosser avec lui. Et donc Mickaël devient et est toujours le directeur de tout ce qui gère toute la programmation, donc des fameux sites internet que vous voyez, la facturation, la mise en place des produits et des services avec Liron. Et moi, je m'occupe donc de toute la partie gestion administrative. C'est une très belle aventure. C'est une aventure qui commence en 2011 et qui se termine en 2016. Voilà, ça a duré 5 ans. Ça a duré 5 ans. Très, très, très merveilleuse aventure. C'est plus que le côté professionnel, parce que aujourd'hui, on a pu parler d'Anatel. C'est une aventure humaine aussi. On a pu parler d'Anatel et de tout ce que ça a pu apporter ici en Israël pour les francophones. Une aventure humaine. C'est des nuits blanches dans des data centers à Petah Tikva où il fait 6 degrés, sous des éclats de rire, à parler. Et voilà, humainement, c'est extraordinaire. Humainement, les rencontres. Beaucoup de nuits blanches, je crois aussi. Ouais, beaucoup de nuits blanches. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, parce qu'on a eu la chance de mettre beaucoup de choses en place ces années-là. Et ça a été un vrai bonheur pour moi de participer à toutes ces aventures-là. Voilà, et puis quand ça s'arrête, tu reprends finalement ton activité de Bevadaï. Malheureusement, je le dis très honnêtement, pour moi, ça s'arrête en 2016, parce que pour des raisons personnelles, j'arrive plus à gérer mon poste comme il faut. Et donc on se quitte en super bon terme avec Liron, qui est
Un ami, j'imagine. Et donc tu reprends finalement... il fait partie de ceux que j'appelle mes frères et qui sont des gens très proches de moi, des gens de confiance. Et voilà. Et donc je reprends une activité il y avait une partie de mon activité que j'avais quand même gardée, qui était toute la partie domiciliation, secrétariat. Et donc je la reprends en 2016. Je la remets bien en place comme j'ai envie, en mode aussi un peu israélien, parce que c'était surtout vers des Français ou vers des francophones. Donc je reprends l'activité surtout en Israël et je développe. Tu développes et que tu continues toujours. Je développe surtout sur la partie israélienne, où aujourd'hui j'essaye de mettre mes humbles services au service des gens en Israël, aussi bien les Olim Hadashim, les francophones, que des Israéliens qui ont besoin. Ok, alors... après ce parcours, aujourd'hui, tu as fait, on va dire, ton petit bonhomme de chemin. Que devient ta mère, qui était tellement contre cette idée, contre l'éducation qu'elle t'a donnée? J'ai pas de la réaction qu'elle va avoir quand elle va m'entendre. Anti-religieuse. Pas religieuse, pas spécialement pour que je quand même. C'est difficile pour une maman de voir son fils prendre un chemin complètement différent. C'est elle maintenant qui, à force de me voir dans ce pays épanoui, heureux et voilà, qui a décidé de faire ça à Lia. Donc maintenant, c'est elle qui habite à Tel Aviv. Enfin, elle est venue, elle habite à Tel Aviv parce que ça lui correspond. C'est tout nouveau, elle vient d'arriver? Ça fait quelques mois qu'elle est là. On lui souhaite la bienvenue. Merci. Elle l'entendra. J'espère bien. Je lui dirai en sortant. Et donc voilà, elle est devenue israélienne. Elle se balade, elle kiffe. Donc elle est là. Ouais, voilà. Cette semaine, elle est partie à Saint-Jean-d'Acre. Elle a commencé la route des vins vers Zichron Yaakov. Elle a commencé à regarder des trucs. Donc voilà, elle s'intéresse, elle découvre et elle se rend compte que on a un tout petit pays d'un point de vue kilométrage, mais qu'à chaque mètre, il y a une histoire entière et qu'en fin de compte, on a toujours, moi voilà, j'ai toujours ce sourire, j'ai toujours la bouche ouverte. Et à chaque fois que j'ai la chance de rentrer sur Jérusalem, parce que même après le travail où j'ai passé une journée dure de boulot à Tel Aviv de temps en temps, ou au genre de Roule, de France, et j'arrive et je vois ces merveilleux paysages et je me dis c'est ça. C'est pour ça que je suis là. C'est ça que je me dis, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tu t'es imposé tout ça dans ta vie? Tu aurais pu avoir une autre vie. Et voilà, j'ai ça et je me dis et voilà, ce sentiment d'être à la maison, c'est ça. Pour moi aujourd'hui, Israël, c'est ma maison. C'est vraiment le meilleur mot pour définir, c'est ma maison. N'importe où je peux être, c'est mes frères, c'est ma maison, c'est ma famille. Et on est tous différents comme dans une famille. Et pourtant ça marche. Personne ne te laisse tomber. Tout le monde est là l'un pour l'autre. Et voilà ça. Écoute, Jérémy, merci beaucoup pour ce témoignage à cœur ouvert. Voilà, j'espère que ça aura fait plaisir à d'autres, à tous ceux qu'on a cités. Un joli parcours, on te le souhaite encore très brillant, très long. Voilà, que des bonnes choses. Vous aussi, Beatzlacha, et bienvenue, parce que Kalita s'occupe des Olim, tous les Olim qui arriveront à développer ici. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.